Imaginez essayer de trancher le matériau le plus dense et implacable de la nature en utilisant guère plus que des outils de jardin. Nous parlons de granit, de blocs massifs qui pèsent des centaines de tonnes, compactés avec une telle densité qu'aujourd'hui, ils défieraient même la machinerie industrielle la plus robuste. Le récit officiel, celui imprimé dans les livres scolaires, insiste sur le fait que les architectes du monde antique ont accompli ces exploits armés seulement de ciseaux en cuivre mou et de cordes en fibre végétale. Mais il y a un problème avec cette histoire. Lorsque nous nous approchons de ces surfaces, nous trouvons des marques de perforation tubulaires, des stries précises et des coupes qui, selon les ingénieurs modernes, exigeraient la rotation et la dureté de forêts à pointe de diamant. La physique ne correspond tout simplement pas à l'archéologie. Et si vous pensez que ce n'est qu'une anomalie isolée, réfléchissez-y à nouveau. Du Pérou à l'Égypte, en passant par le Japon, nous trouvons des signatures technologiques identiques, des civilisations séparées par des océans infranchissables et des millénaires d'histoire semblent avoir partagé le même manuel d'ingénierie interdite. Serait-ce juste une coïncidence cosmique? Ou regardons-nous les fragments d'une mémoire collective que nous avons oubliée? Aujourd'hui, nous allons disséquer 6 des lieux les plus déconcertants de la Terre. Archéologues et géologues ont mené des batailles académiques sur ces sites pendant des décennies. Mais notre mission ici est chirurgicale, retirer la couche de mysticisme et faire face aux faits bruts. Et ce qui est sur le point d'être révélé a le potentiel de réécrire la chronologie de l'expérience humaine. Notre première coordonnée nous mène aux jungles humides de l'île de Java, en Indonésie. Pendant des siècles, la population locale a gravi les pentes du mont Gunung Padang. Pour eux, c'était un lieu de révérence, une colline sacrée parsemée de roches anciennes où les esprits des ancêtres résidaient. On croyait que ce n'était que cela, une formation naturelle bénie par la tradition. Mais en 2010, la perception de ce lieu a changé radicalement. Une équipe de géologues est arrivée sur place, non pas à la recherche de temples perdus, mais pour surveiller des failles sismiques. Ils ont allumé leur radar à pénétration de sol, s'attendant à voir des couches géologiques standards. Ce que les écrans ont montré, cependant, a envoyé un frisson dans le dos de la communauté scientifique. Sous la terre, les racines et l'herbe, la montagne n'était pas seulement une montagne. C'était une structure. Les données ont révélé des chambres et des formes artificielles cachées sous des tonnes de sol. Lorsque les échantillons de matière organique ont été extraits d'une profondeur de 30 mètres et soumis à la datation par radiocarbone, les résultats furent si absurdes que les équipements ont dû être recalibrés. La date pointait vers 20 000 ans en arrière. Mettons cela en perspective. Nous parlons de l'apogée de l'âge de glace. La planète était un lieu hostile. Des mammouths marchaient sur la toundra et la civilisation humaine, selon le consensus académique, ne consistait qu'en de petits groupes nomades s'abritant dans des cavernes. Les grandes pyramides d'Égypte ne seraient rêvées que 15 000 ans dans le futur. La découverte est devenue virale comme un incendie numérique, car elle menaçait de démolir la fondation de tout ce que nous pensons savoir sur notre évolution. Comment des chasseurs-cueilleurs, qui maîtrisaient à peine l'agriculture, pourraient-ils orchestrer un projet de méga-ingénierie? Il n'y avait pas d'État, pas de bureaucratie, pas de ferme pour soutenir une force de travail massive. Immédiatement, les théoriciens du complot ont comblé les lacunes. Des chuchotements sur l'Atlantide submergée et des interventions extraterrestres ont commencé à résonner. Après tout, qui d'autre aurait la capacité technique d'ériger ce qui pourrait être la plus ancienne pyramide du monde à une époque où l'humanité était supposée être à ses balbutiements? Cependant, la vérité sur Gunung Padang s'est révélée plus terrestre, bien que non moins géniale. Une fois la poussière des spéculations retombée, la géologie a offert une réponse fascinante sur les blocs de construction. Ces pierres allongées et parfaites n'ont pas été coupées par des lasers, mais façonnées par le refroidissement violent de lave volcanique, un phénomène connu sous le nom de basalte columnaire. La nature a fabriqué les briques, l'homme les a seulement organisées. Mais ne vous y trompez pas, cela ne résout pas le mystère, cela ne fait que l'approfondir. Nous sommes toujours face à une énigme sociologique monumentale. Même avec les pierres prêtes, l'effort pour traîner, empiler et concevoir cette montagne artificielle, terrasse par terrasse, exigerait une cohésion sociale qui, théoriquement, ne devrait pas exister à cette époque. Comment des tribus dispersées se sont-elles unies pendant des siècles
autour d'un objectif architectural commun, sans la coercition de rois ou d'empereurs. Alors qu'en Indonésie, le mystère réside dans l'organisation de pièces fournies par la nature, notre prochain arrêt défie la logique par la voie opposée, la destruction calculée. Nous voyageons maintenant vers l'état du Maharashtra, en Inde, où se trouve le temple Kailasa. Se préparer à ce que vous allez voir ici est impossible. Contrairement à toute autre structure monumentale dans le monde, qui est construite en ajoutant bloc sur bloc, le Kailasa a été créé par soustraction. Ce n'est pas une construction, c'est une sculpture à l'échelle titanesque. Les anciens ingénieurs ont regardé une montagne de roches solides et ont visualisé un temple complet à l'intérieur d'elle. En commençant par le sommet et en descendant verticalement, ils ont retiré tout ce qui n'était pas le temple. Pensez à la complexité de cela. Une erreur de calcul au sommet, une fracture accidentelle dans la roche, et tout le projet serait ruiné avant même d'arriver à la base. Il n'y avait pas de CTRL-Z. Il n'y avait pas de mortier pour coller un morceau cassé. Nous parlons d'un complexe de 9 étages, rempli de colonnes, d'escaliers, de statues d'éléphants grandeur nature et de reliefs complexes, tout sculpté à partir d'un seul monolithe continu. Pour libérer cette structure de la montagne, on estime que 200 000 tonnes de roches volcaniques ont dû être retirées. Si nous mettions tous ces gravats dans des wagons de train modernes, la file de chargement s'étendrait sur 40 km à l'horizon. Et c'est ici que les mathématiques deviennent perturbantes. Les inscriptions suggèrent que ce chef-d'œuvre impossible a été achevé en seulement 18 ans, durant le 7e siècle. Faites les comptes. Pour atteindre cet objectif, les travailleurs auraient dû extraire, casser et transporter environ 30 tonnes de roches tous les jours. Cela signifie 30 tonnes retirées qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, sans jours fériés, sans pause, opérant à un rythme industriel frénétique. Et ce calcul n'inclut même pas le temps nécessaire pour la conception artistique, la planification structurelle ou la finition fine des sculptures. L'idée que cela a été réalisé seulement avec des pioches manuelles et des marteaux rudimentaires défie non seulement l'ingénierie, mais la physiologie humaine elle-même, suggérant que quelque chose de fondamental sur les outils ou les méthodes utilisées reste encore caché dans les ombres de l'histoire. Internet est saturé de théories qui tentent de combler les lacunes de notre compréhension. Des forums et des vidéos virales insistent sur le fait que les anciens Indiens possédaient des technologies perdues, des machines gigantesques dont les vestiges seraient supposément imprimés sur les murs, des dispositifs sonores directionnels capables de liquéfier le granit ou même des lasers de haute puissance abandonnés par des visiteurs stellaires. C'est un récit séduisant. Après tout, comment expliquerions-nous autrement la vitesse insensée et la précision chirurgicale de coupe qui, même aujourd'hui, serait un cauchemar logistique pour l'ingénierie moderne? Cependant, la réponse à l'énigme de Kailasa n'exige pas de vaisseaux spatiaux, mais plutôt une compréhension brutalement ingénieuse de la physique et de l'organisation du travail. Des ingénieurs structurels ont analysé le site et ont réalisé que le miracle de la vitesse résidait dans la méthode d'attaque, l'excavation verticale. Contrairement aux pyramides d'Égypte, où chaque bloc devait défier la gravité en montant des rampes, à Kailasa, la gravité était la plus grande alliée. Les débris étaient simplement poussés vers l'abîme, dégageant le chemin instantanément. Et quant aux outils laser, la réalité est encore plus fascinante. Les anciens maîtres dominaient une technique de démolition silencieuse et dévastatrice. Ils perçaient des lignes d'orifices dans la roche vive et inséraient des coins de bois secs. Ensuite, la magie opérait. Ils trempaient le bois. À mesure que la fibre végétale absorbait l'eau, elle se dilatait avec une force hydraulique monstrueuse, capable de fracturer des tonnes de roches solides avec une précision qu'aucun explosif moderne ne parviendrait à reproduire. Ce n'était pas de la sorcellerie, c'était de la thermodynamique appliquée. Mais la ressource la plus impressionnante n'était pas le bois, mais la chair. Nous parlons d'une chorégraphie humaine à l'échelle industrielle. Des milliers de maçons travaillant par tour ininterrompu, une fourmilière humaine dévorant la montagne et laissant derrière elle une œuvre d'art. Kailasa reste là, à la vue de tous. Un monument non pas à des technologies oubliées, mais à la discipline terrifiante de l'esprit humain. Mais alors que ce temple défie le ciel sous la lumière du soleil, le prochain mystère est resté caché dans l'obscurité, protégé par le meilleur coffre-fort du monde, l'océan. Nous devons voyager maintenant vers l'extrême ouest de l'archipel japonais,
vers les eaux turbulentes de l'île de Yonaguni. L'année était 1986. Kihachiro Arataki, un instructeur de plongée expérimenté, est descendu dans les profondeurs non pas à la recherche de cités perdues, mais cherchant un nouveau lieu pour observer des requins marteaux. Le silence bleu enveloppait tout. Il s'attendait à voir la silhouette d'un prédateur, mais ce qui a émergé de la brume sous-marine a failli faire tomber son détendeur de sa bouche. Devant lui, s'élevant du lit marin, il y avait une masse de pierres colossale. Cela ne ressemblait pas à une formation rocheuse aléatoire. Cela ressemblait à une forteresse ou à une pyramide à degrés qui avait été engloutie par le temps. Arataki a nagé au-dessus de terrasses parfaitement plates, a observé des angles droits qui défiaient l'érosion naturelle et a identifié ce qui semblait être des routes encerclant le monument. Les dimensions étaient pour le moins perturbantes. Un léviathan de pierre s'étendant sur 150 mètres de longueur et 40 de largeur. Lorsque les images sont arrivées à la surface, le monde scientifique s'est effondré. Les chuchotements sur l'Atlantide japonaise ont commencé. Le problème chronologique était évident. Pour que cette ville ait été construite sur la terre ferme, le niveau de la mer aurait dû être radicalement plus bas. Et la dernière fois que l'océan a été à ce niveau, c'était durant l'apogée de l'âge de glace, il y a environ 10 000 ans. Si Yonaguni est artificielle, elle réécrit tout. Cela signifie qu'une civilisation complexe existait 5000 ans avant les premières villes de Sumer ou des pyramides d'Égypte. Les défenseurs de l'histoire alternative ont été prompts à pointer le légendaire continent de Mu, l'équivalent pacifique de l'Atlantide. Ils soulignent des détails que la géologie peine à expliquer. 2 orifices ronds parfaits sur le bord d'une dalle, suggérant l'encastrement de piliers en bois, et une roche sculptée qui ressemble étrangement à une tête de tortue ou à un visage humain regardant éternellement vers le sud. Qui aurait eu la capacité d'ériger un tel port avant que le dégel global ne le noie? La communauté scientifique s'est scindée en deux. Les archéologues conventionnels hochent la tête, sceptiques, tandis que les géologues offrent une contre-proposition froide. La roche de Yonaguni est composée de grès et d'argilite, des matériaux qui ont tendance à se fracturer en plan droit sous le stress tectonique. Des siècles de courants forts auraient poncé la pierre, créant l'illusion d'architecture. Mais il existe une troisième voie, une théorie que même les plus sceptiques commencent à considérer. Et si la réponse n'était pas nature ou homme, mais les deux? Il est très probable que les forces tectoniques aient créé le brouillon brut de la structure et que les peuples préhistoriques, voyant la majesté du lieu, aient utilisé cela comme une carrière ou un sanctuaire, en égalisant les arêtes et en sculptant des passages là où la nature avait laissé le travail incomplet. Une collaboration à travers les millénaires. L'eau sait garder des secrets, c'est vrai. Mais parfois, la terre les cache avec encore plus de jalousie. Allons maintenant en Turquie, où la découverte d'un monde perdu a commencé non pas par une expédition scientifique, mais par un simple projet de rénovation domestique. Imaginez la scène. Un fermier dans la région de la Cappadoce décide d'agrandir son sous-sol. Il prend une masse, frappe un vieux mur, et au lieu de terre solide, le mur cède vers le vide. Devant lui s'ouvre un tunnel sombre, où le vent souffle venant des profondeurs. C'était en 1963, et cet homme ne le savait pas, mais il venait de trouver la porte de service de Derinkuyu. Lorsque les archéologues ont rampé par ce trou, ce qu'ils ont trouvé a défié la raison. Ce n'était pas un sous-sol secret ni une caverne d'ermites, c'était une métropole. La ville souterraine plongeait dans la croûte terrestre sur 18 étages vertigineux. Dans l'obscurité perpétuelle, une infrastructure complexe permettait à jusqu'à 20 000 personnes de vivre, manger et dormir simultanément, accompagnés de leur bétail et de provisions. Ils avaient tout là-dessous. Des écoles pour les enfants, des églises pour la foi, des caves pour le vin, des pressoirs à huile industrielle et des étables. Mais le détail qui fait froid dans le dos est l'ingénierie de survie. Les puits de mine descendent à 85 mètres, connectés à un système de ventilation si sophistiqué que l'air frais arrive aux niveaux les plus profonds, indétectables depuis la surface. Cela soulève la question la plus perturbante de toutes, la peur. Personne ne construit une ville tombeau de 18 étages pour vivre comme une taupe, à moins que la surface ne soit devenue un enfer. Pourquoi quelqu'un abandonnerait-il la lumière du soleil volontairement? Les théoriciens du complot suggèrent que Derinkuyu n'était pas une habitation,
mais un bunker apocalyptique. De quoi se cachait-il? D'une guerre nucléaire oubliée dans la préhistoire? D'un cataclysme climatique brutal? Ou peut-être, comme le suggèrent les textes les plus anciens et controversés, il se cachait d'une menace qui ne venait pas de la Terre, mais qui patrouillait les cieux en silence. Les défenseurs de la théorie des anciens astronautes fixent leur regard sur des détails qui semblent crier pour une explication paranormale. Ils pointent vers les couloirs claustrophobes, conçus délibérément pour qu'une seule personne puisse passer à la fois, et vers les portes massives, des disques de pierre d'une demi-tonne qui ne pouvaient être roulés et verrouillés que de l'intérieur. De quoi avait-il si peur? Qui ou quoi était à l'extérieur essayant d'entrer avec tant de furie au point d'exiger une défense aussi absolue? Les historiens offrent une réponse plus terrestre, pourtant non moins terrifiante. Derinkuyu n'a pas été construite pour se cacher des extraterrestres, mais de monstres bien réels, d'autres êtres humains. Ces terres ont été l'échiquier sanglant d'empires. Romains, Arabes, Mongols, des vagues d'envahisseurs ont balayé la région pendant des siècles. Le génie ici n'est pas extraterrestre, il est géologique. Les bâtisseurs ont réalisé que le tuf volcanique local avait une propriété magique. Il était mou comme du beurre tant qu'il était dans le sous-sol, facile à excaver, mais dès qu'il entrait en contact avec l'air, il durcissait comme du béton armé. C'était le tour de disparition parfait. Lorsque la poussière d'une armée ennemie apparaissait à l'horizon, une civilisation entière s'évaporait. Les envahisseurs marchaient sur la surface, frustrés et confus, sans jamais imaginer que, à des mètres sous leurs bottes, la vie continuait de pulser dans un silence absolu. Derinkuyu n'est pas un monument à la peur, c'est un testament brutal de l'ingéniosité humaine lorsqu'elle est acculée. Mais tandis que la Cappadoce offrait un refuge pour les vivants, au milieu de l'immensité bleue de l'océan Pacifique, existe un endroit que les habitants locaux appellent, en chuchotant, la Cité des Morts. Si vous voyagez aujourd'hui vers l'île isolée de Pohnpei, vous recevrez un avertissement sévère de n'importe quel habitant. Ne restez jamais, sous aucune hypothèse, dans les ruines de Nanmadol après le coucher du soleil. À la lumière du jour, le site est une énigme archéologique. Mais quand la nuit tombe, les insulaires jurent que les esprits des anciens rois s'éveillent, et ils ne tolèrent pas d'intrus dans leur domaine. Nanmadol défie la logique dès le premier regard. C'est la seule ville ancienne de la planète construite non pas sur la terre ferme, mais sur l'eau, érigée de manière provocante entre mangroves et récifs coralliens tranchants. On l'a surnommée la Venise du Pacifique, mais oubliez le romantisme des gondoles italiennes. L'atmosphère ici est lourde, presque oppressante. Nous parlons de 92 îles artificielles interconnectées, entourées de murailles qui s'élèvent à 8 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 3 étages, surgissant directement de l'océan. Et le matériau? Ce ne sont pas des briques, ce sont des billes prismatiques de basalte magnétisé. Certaines de ces colonnes pèsent 5 tonnes, d'autres atteignent 50. Si vous additionnez chaque pierre utilisée pour ériger Nanmadol, le poids total dépasse 750 000 tonnes. Pour mettre cette folie en perspective, ce volume rivalise avec la grande pyramide de Gizeh. Mais alors que l'Égypte avait une population de millions et une économie impériale pour soutenir l'œuvre, Pohnpei, selon les anthropologues, abritait tout au plus 25 000 personnes vivant dans une société tribale. Ils n'avaient pas de métal, ils n'avaient pas la roue, ils n'avaient pas de grue. Cependant, d'une manière inexplicable, ils ont transporté ces monolithes de carrière situés du côté opposé de l'île, ont traversé des jungles denses, des marais impénétrables et, finalement, ont positionné chaque pièce dans l'eau avec une précision d'horloger. La croyance locale que le lieu est maudit n'est pas seulement une superstition folklorique, elle a un précédent historique macabre. En 1907, l'île était sous domination allemande. Le gouverneur Victor Berg, un homme de science et de scepticisme, a décidé que les légendes étaient des bêtises. Ignorant les supplications terrorisées des indigènes, il a forcé l'une des tombes royales au cœur de Nanmadol. Ce qu'il a trouvé à l'intérieur aurait dû être l'apogée de sa carrière, des os. Mais pas des os ordinaires. Selon ses rapports, c'étaient des os de géants, beaucoup plus grands que l'anatomie humaine standard. Mais la victoire de Berg a été de courte durée. Le matin suivant la profanation, le gouverneur est mort subitement. Ce ne fut pas une mort paisible.
il est décédé en hurlant dans une agonie que les médecins coloniaux n'ont pas réussi à diagnostiquer. Pour les locaux, la sentence était claire. Il a perturbé le repos des Sodler. Le mystère de la construction de Nan Madol a rendu les chercheurs fous pendant des décennies. La logistique semble impossible. Essayez de faire rouler une colonne de 50 tonnes à travers la jungle. Les roues s'enfonceraient dans la boue instantanément. La traîner? La friction serait si colossale qu'elle exigerait des milliers d'hommes, une force de travail qui n'existait simplement pas sur l'île. C'est pourquoi la légende des frères jumeaux Olosopa et Olosipa persiste. On dit qu'ils sont arrivés d'une terre lointaine et n'ont pas utilisé de muscles, mais de la magie. La tradition orale affirme qu'ils faisaient léviter les pierres en utilisant des ondes sonores, faisant voler comme des oiseaux les blocs de basalte jusqu'à leur place. Les théoriciens modernes emmènent cette idée vers le domaine de la science-fiction. Ils pointent vers des anomalies magnétiques bizarres souvent détectées dans la zone. Les boussoles tournent sans sens, les équipements électroniques défaillent. Feu d'en haut, le plan de la ville rappelle de façon troublante un schéma de circuit d'ordinateur, où les canaux d'eau agiraient comme des conducteurs. Est-ce que les colonnes de basalte ne sont pas seulement des murs, mais des composants d'une ancienne centrale énergétique ou une antenne laissée par des visiteurs stellaires? Est-ce que ce fut la radiation résiduelle de cette technologie inconnue qui a tué Victor Berg si rapidement? La science académique, bien sûr, rejette la lévitation et les aliens, mais même les ingénieurs les plus sceptiques sont forcés d'admettre les bâtisseurs de Nan Madol étaient des génies de la logistique. La clé du transport des pierres a surgi quand les archéologues ont arrêté de penser comme des habitants de la Terre et ont commencé à penser comme des marins. Traîner les pierres était stupide. Le secret était dans l'eau. Ils théorisent que les insulaires ont utilisé des radeaux colossaux de bambou et de bois. Profitant de la marée haute, l'eau supportait le poids que la Terre refusait, mais cela ne résout que la moitié du problème. Faire flotter la pierre est une chose. Élever un bloc de 50 tonnes à 8 mètres de hauteur, sans l'aide de machines hydrauliques, est un défi d'une autre ampleur. C'est ici qu'ils ont appliqué une variation brillante de la méthode du plan incliné. La méthode constructive défie la logique conventionnelle. Ils n'ont pas empilé des pierres au hasard. Ils ont créé une structure d'entrelacement, une technique semblable à la construction de cabanes en rondins, mais appliquée à des monolithes de basalte qui défient la gravité. L'ingénierie suggère l'utilisation de troncs de palmiers comme leviers colossaux, élevant la ville couche par couche dans un effort herculéen. Mais la véritable révélation de Nan Madol n'est pas dans le comment, mais dans le pourquoi. Pourquoi investir une quantité d'énergie humaine capable de briser une civilisation entière? La réponse révèle un cynisme politique qui ferait passer Machiavel pour un amateur. Nan Madol n'a pas été conçu comme une forteresse militaire, ni comme un sanctuaire religieux bienveillant. C'était une cage dorée. La dynastie Sodler a ordonné que tous les chefs rivaux et leurs familles déménagent dans cette ville de pierre flottante. Sous le prétexte d'honneur et de proximité avec l'empereur, ils étaient en réalité incarcérés. La conception était diabolique. Les îlots artificiels ne possédaient pas une goutte d'eau douce. Le sol était stérile, incapable de soutenir des plantations. Tout, de la noix de coco la plus basique à l'eau potable, devait être importé via bateau du continent. Les chefs vivaient dans des palais, mais étaient en totale dépendance logistique de l'empereur. Au premier signe de rébellion, les bateaux s'arrêtaient. La famine était le gardien de prison. Nan Madol a été effectivement le premier camp de concentration d'élite de l'histoire, où l'architecture a servi d'arme suprême d'une tyrannie absolue. Alors que dans le Pacifique, l'ingénierie servait au contrôle social, dans le désert d'Égypte, elle servait à quelque chose qui transcende la compréhension matérielle. Oubliez les pyramides de Gizeh ou le regard usé du Sphinx. Le véritable mystère de l'Égypte n'est pas sous le soleil brûlant, mais enterré dans l'obscurité suffocante de Saqqara, dans un endroit appelé le Sérapéum. La découverte de ce lieu ressemble à un scénario de cinéma. En 1850, l'archéologue Auguste Mariette a vu quelque chose émerger des sables, la tête d'un sphinx. Suivant la piste, il a déterré une avenue entière qui se terminait par une porte scellée. La barrière était si formidable que Mariette a dû utiliser des explosifs pour violer l'entrée.
Lorsque la fumée s'est dissipée et que la lumière des torches a coupé l'obscurité millénaire, les explorateurs se sont vus dans un couloir de silence absolu. Ce qu'ils ont trouvé dans les niches latérales défie la raison. 24 sarcophages titanesques, faits de granit noir, rose et gris. Les dimensions sont agressives pour l'esprit humain. 4 mètres de longueur, 3 de hauteur. Le poids varie entre 70 et 100 tonnes chacun. Nous parlons de la masse de 2 chars d'assaut modernes, scellés par des couvercles de 30 tonnes. Mais le détail qui a fait glacer le sang de Mariette n'était pas la taille, c'était le sol. Il y avait une couche de poussière intacte. Sur elle, les empreintes des derniers travailleurs qui sont sortis de là il y a 3000 ans étaient encore fraîches. Le lieu n'avait pas été pillé. Il était vierge. Les archéologues ont tremblé d'anticipation. Ils espéraient trouver les momies des taureaux sacrés Apis, couvertes d'or et de pierres précieuses. Avec un effort monumental, le premier couvercle a été glissé. Et à l'intérieur, rien. Vide, absolu. Pas d'os, pas d'or, pas de poussière. Juste l'éclat vitreux de la pierre polie reflétant la déception des explorateurs. Le vide à l'intérieur des récipients les plus complexes de l'Antiquité a généré un abîme de théories. Pourquoi créer un coffre de 100 tonnes pour garder le néant? Et ensuite, le cauchemar devient technique. L'ingénieur Christopher Dunn a analysé le sérapéum avec des instruments modernes et les résultats sont perturbants. La précision des coins internes est chirurgicale. En appuyant une équerre de précision sur la paroi interne du granit, aucun faisceau de lumière ne passe. La surface est parfaitement plane, avec une erreur mesurée en fraction de l'épaisseur d'un cheveu humain. Les angles sont de 90 degrés exacts. Essayez de visualiser la scène. Un maçon de l'âge du bronze, coincé à l'intérieur d'une boîte de granit, éclairée par une lampe à huile, polissant l'un des matériaux les plus durs de la Terre jusqu'à atteindre une précision optique. Une erreur, un glissement de la main, et la pièce entière serait ruinée. Pour les défenseurs de l'histoire alternative, le sérapéum est la preuve définitive de machinerie avancée. Le granit, riche en cristaux de quartz, génère de la piézoélectricité sous pression. La théorie suggère que ces boîtes n'étaient pas des tombes, mais des composants d'une batterie planétaire, des boucliers contre la radiation ou même quelque chose de plus exotique. Les égyptologues orthodoxes pointent vers les hiéroglyphes grossiers griffonnés sur la surface de certains sarcophages comme preuve de leur origine primitive. Mais le contraste est frappant. La qualité de l'écriture est infantile, comparée à la perfection de la boîte. Cela a mené à la théorie de l'héritage. Les Égyptiens dynastiques n'ont pas construit le sérapéum, ils l'ont trouvé. Ils ont découvert ces artefacts d'une ère antérieure et ont tenté de se les approprier, rayant leur nom sur la surface parfaite comme un graffeur signant une œuvre d'art qu'il ne comprend pas. La science tente d'expliquer la coupe avec des scies en cuivre et du sable de quartz. Est-ce que ça marche? En théorie, oui, mais le taux de coupe serait de millimètres par heure. Pour fabriquer un seul sarcophage avec cette technologie, il faudrait des décennies de travail ininterrompu. Mais le coût final à la rationalité est la logistique spatiale. Les tunnels du sérapéum sont claustrophobes. 2 hommes parviennent à peine à marcher côte à côte. Comment manœuvrez-vous un bloc de 100 tonnes par ces couloirs? Comment faites-vous des virages de 90 degrés avec un objet de cette taille dans un espace confiné? Et, le plus impossible de tout, comment ont-ils descendu ces sarcophages à l'intérieur des niches qui se trouvent sous le niveau du sol et ensuite placé les couvercles avec une précision millimétrique, sans espace latéral pour des leviers, des poulies ou une équipe humaine? C'est comme mettre un navire à l'intérieur d'une bouteille, si le navire pesait la même chose qu'une locomotive. Nous avons parcouru un voyage vertigineux, des montagnes de l'Indonésie aux villes souterraines de la Turquie, des récifs du Pacifique aux couloirs interdits de l'Égypte. Ces monuments sont séparés par des océans et des millénaires, mais chuchotent la même histoire inconfortable. Il est tentant de regarder ces structures et d'invoquer des aliens ou de la magie. C'est une sortie facile. La vérité, cependant, peut être beaucoup plus profonde et humaine. Peut-être que notre erreur est l'arrogance d'étiqueter le passé comme primitif. Ils n'avaient pas de smartphone, mais possédaient quelque chose que nous avons perdu. Une compréhension de la matière, du temps et de la patience que notre esprit numérique ne parvient plus à traiter. En regardant le polissage impossible du granit ou l'ingénierie sociale de Nan Madol, nous sommes obligés de nous demander si nous sommes à l'apogée de l'évolution
ou si nous sommes les survivants amnésiques de quelque chose de beaucoup plus grand. L'histoire n'est pas une ligne droite ascendante. Elle est un cycle, et nous marchons seulement sur les ruines de ceux qui ont su dompter la pierre de façon qu'aujourd'hui, nous considérons comme des miracles. Quoi d'autre est caché sous le sable, attendant le moment juste pour défier tout ce que nous pensons savoir?